Mesdames et messieurs, pour conclure cette journée, nous avons encore 2 séances à partager. Une séance de retour par rapport aux ateliers que nous avons eu le bonheur de vivre ensemble, d'accord, des retours par les animateurs, et deuxième et dernière partie de la journée qui nous est proposée par mon ami Eric pour l'IEA, c'est un cocktail networking. Est-ce qu'il aura lieu à la Rubas comme tout à l'heure, qui aura lieu à la Rubas. Donc dès que notre séance se finit, je vous propose que l'on prenne toutes nos affaires et que nous nous rendions ensemble pour la dernière partie justement de cocktail networking. Ça marche ? Super. Avant cela, donc, pour cette séance, merci considérablement à vous tous, vous qui êtes à table, pour avoir contribué à l'animation des ateliers et ça nous permettra d'échanger par rapport à l'ensemble des ateliers, à peu près 2 minutes. Ah, merci, dis-moi. Quelqu'un, Crédit Agricole, 100 €. D'accord, non, d'accord. Bon, Eric, peut-être que c'est... Voilà. Good. Donc je vous propose de prendre votre programme, ce qui vous permettra de suivre les comptes rendus des ateliers. Et je demande à chacun de ceux qui ont animé des ateliers de donner un compte rendu d'à peu près 2 minutes sur ce qu'ils ont tiré, sur ce qu'ils ont appris, sur ce qu'ils ont vécu dans leur atelier. Atelier numéro 1, Eric, comment ça s'est passé dans l'atelier numéro 1 ? Le faire intervenir maintenant? Ouais, good, super. Donc Jean, je vous propose d'écouter un projet super. Merci André. Oui, nous sommes 2 enseignants-chercheurs, Marie, avec Elisabeth, l'école de management, et moi-même, l'école d'ingénieur où je dirige la recherche. C'est juste pour vous signaler qu'on va organiser à 17 h ici, le lundi 30 novembre, et le lundi 7 décembre, des réunions de réflexion sur l'idée de construire un consortium pour construire une plateforme d'information structurée et sémantique sur, disons, tout l'écosystème de l'innovation. Donc l'idée de construire... Alors l'idée, c'est de trouver un espèce de centre d'intérêt pour éventuellement soumettre des projets au FUI, au pôle de compétitivité, pour voir comment construire une plateforme qui rassemblerait d'une manière à définir, avec un business plan à définir, des informations qui ne soient pas simplement des documents que malheureusement il faut lire, mais des graphes sémantiques, des réseaux de cartographie qui contiendraient de l'information structurée et à jour et validée sur l'écosystème de l'innovation, en particulier les idées, les outils, les technologies. Bon, au niveau international, hein, niveau international. Alors juste, il y a des petits flyers, vous voyez, j'emploie même un mot anglais. Il y a des flyers qui vont être derrière, là, et puis sinon vous trouverez... et ça sera sur le site du pôle, les sites, vous trouverez les informations aussi. Merci. Merci André. Voilà, alors l'atelier numéro 1, c'était un atelier sur les Living Labs, hein, les laboratoires vivants pour les francophones. C'est un atelier qui a été un petit peu perturbé dans la mesure où il y avait quelques intervenants qui malheureusement n'ont pas pu venir. Donc Bruno de la Tour qui devait parler de la maison numérique, donc je l'ai remplacé un peu au pied levé puisque j'ai contribué à ce projet. Et puis le responsable d'un Living Lab d'Istanbul qu'on a perçu ce matin, mais qui s'est perdu apparemment dans les couloirs. Voilà, qu'on n'a pas. Est-ce que quelqu'un l'a revu? Qu'on n'a pas retrouvé. Et puis Sébastien Leflon de Promotech qui malheureusement bon. Alors donc du coup.
Alors, on a eu une première introduction qui n'était pas directement axée sur les Living Labs, mais le sujet est quand même assez proche, par quelqu'un qui s'appelle, alors son nom est un petit peu difficile à prononcer, Emilia Ubawanska, voilà, de la Commission européenne, qui a présenté un projet, des approches mise en œuvre par la Commission européenne sur ce qu'ils appellent l'Open Innovation 2.0. C'est-à-dire on est dans l'Open Innovation au carré. Pour ceux que ça intéresse, elle a laissé un certain nombre de petits documents que vous trouverez sur les stands là-bas. Le document Horizon 2020, H2020, qui recense un certain nombre d'appels, de calls, ce qu'on appelle des calls, des appels à projets sur lesquels on peut se positionner. Et puis une brochure un peu plus conséquente sur l'innovation 2.0. De toute façon, vous aurez sa présentation puisqu'on va tout mettre en ligne, donc vous pourrez trouver ça. On va tout mettre en ligne sur quel site, Eric ? Alors, sur le site dont je parlerai tout à l'heure, qui s'appelle innov-labs.com, vous avez peut-être vu tout à l'heure un... Génial. Merci. Voilà. Donc, pour que cet événement ait des prolongements, donc l'idée, c'est de faire une plateforme de ressources sur lesquelles on pourra mettre les présentations et peut-être aussi sur le site de l'événement lui-même, si on peut mettre ça. Il faut que je vois techniquement ce qui est possible. Voilà, donc on a eu par ailleurs une présentation très pour par quelqu'un de la Cité du Design de Saint-Étienne, qui est un Living Lab. Alors moi, pour donner quelques conclusions, ce que je dirais, c'est que cette notion de Living Lab, cette notion de Fab Lab, ces notions même d'incubateur ou d'accélérateur, je dirais qu'il y a maintenant une sorte de convergence entre toutes ces approches. Le temps où on avait d'un côté un Fab Lab, de l'autre côté un Living Lab, de l'autre côté un incubateur, bon, ça je pense que ça commence à être un peu fini. On comprend maintenant que les dispositifs d'innovation et d'entrepreneuriat aussi, je rajouterais, doivent être le plus polymorphes possible. Donc des dispositifs qui soient assez polyvalents finalement. Donc ça, c'est une première conclusion. Une deuxième conclusion si on peut dire, ou un deuxième constat, c'est qu'au niveau des Living Labs, jusqu'à présent, ils étaient plutôt dans des approches sociétales, en traitant de problèmes de la ville, de problèmes d'habitat, de problèmes de santé, la question des seniors. Et on constate que de plus en plus d'entreprises commencent à s'intéresser à ces approches Living Lab. Donc la Cité du Design est un assez bon exemple, puisqu'ils ont commencé à proposer des prestations à des entreprises. Il y a des entreprises qui viennent en résidence à la Cité du Design de Saint-Étienne. Donc on voit que les parties prenantes qui étaient plutôt académiques, plutôt collectivités territoriales, se renforcent par le monde du business finalement. Eric, une question de la salle. Quelle est la différence pour toi entre Living Lab et Fab Lab ? Alors, pour moi, la différence est assez claire, bien que maintenant les choses commencent à se rejoindre. Dans un Fab Lab, on va faire du prototypage, on va faire des maquettes, on va prototyper. Et dans un Living Lab, on va plutôt être dans l'expérimentation. Donc, c'est deux choses qui se rejoignent, mais qui sont malgré tout un petit peu différentes. Cela dit, maintenant, il y a par exemple, à l'université de Nancy, ils ont créé le Fab Living Lab, c'est-à-dire pour montrer que justement les choses ne sont pas si séparées que ça et doivent être plutôt se rejoindre. Voilà. Et puis la dernière conclusion que je pourrais énoncer, c'est que tous ces dispositifs d'accompagnement à l'innovation, j'ai l'impression maintenant commencent à se connecter entre eux.
alors qu'avant ils étaient peut-être plutôt très localisés, très ancrés. Voilà. Donc il y a au sein du réseau européen des Living Labs, par exemple, il y a de plus en plus d'interconnexions. Au niveau français, on a créé France Living Lab, on crée maintenant Francophonie Living Labs. Donc des extensions, on n'est plus simplement... alors je dirais qu'il faut être effectivement très ancré dans un écosystème, c'est un peu ce que disait Patrick Morin ce matin, mais en même temps avoir des interconnexions. Voilà. Merci infiniment pour tout ce que tu nous as apporté. Je vous propose, pour ceux qui suivent, de passer directement à l'atelier 14. À l'atelier 14, puis nous retournerons sur le 2 après. Oui, désolé pour ce petit détour dans les ateliers, dans les numéros d'ateliers. Je suis désolé, je vais devoir m'échapper bientôt. Et je voulais faire effectivement un compte-rendu de cet atelier qui vient juste de se dérouler. À peu près 2 minutes. Voilà, en 2 minutes, très rapidement, effectivement. Alors, on avait la chance d'avoir 2 témoignages assez complémentaires. Donc, le témoignage de Monsieur Tabois et Monsieur Humbert, qui sont... Alors, Monsieur Humbert est le cofondateur de la Ruche, espace de coworking bien connu, assez connu, qui est GMAP, et Monsieur Tabois qui représentait effectivement Orange et notamment la partie donc de responsabilité sociétale d'Orange. Et finalement l'intérêt de cet atelier, c'était donc de comprendre comment les labs pouvaient être source d'innovation sociale et plus spécifiquement, ce que ça nous a permis de comprendre, c'est finalement quelle forme d'innovation sociale émerge dans des espaces de coworking, dans des labs et notamment dans des labs qui portent des actions d'entrepreneuriat social, comme c'est le cas de la Ruche. Alors, ce qu'on peut retenir de ces témoignages et des échanges qu'on a pu avoir tous ensemble, parce qu'on a eu finalement aussi un mode assez collaboratif, on était tous ensemble pour échanger en arc de cercle dans cet espace qui était le Learning Center. Donc, on a appris beaucoup de choses dans ce Learning Center, et notamment le fait que déjà la dimension sociale était portée par les valeurs. Valeurs qui guident l'action, les valeurs d'entraide, de solidarité qui sont très fortes au sein de la Ruche et qui en font aussi sa spécificité et qui finalement font aussi la spécificité de la dimension de l'innovation sociale dans ce type de lieu. Deuxième dimension, c'est la dimension territoriale et l'approche finalement de développement d'un écosystème. Et justement, Orange soutient le développement des ruches et l'essaimage de différents projets de ruches sur les territoires et notamment à l'adresse de territoires qui sont ruraux et qui sont justement un peu éloignés des pôles d'innovation. Et dernière dimension, c'est alors une dimension. Alors il y en avait plusieurs, mais là je vais assez vite. Il y a le fait que finalement le collaboratif, ça s'organise. Ça doit pas seulement être un affichage des labs, mais finalement ça s'organise. Alors autour des valeurs, mais aussi autour d'outils de gestion, d'équipes. Trentaine de secondes. Oui, alors je vais conclure effectivement. Ce qui était intéressant aussi, c'était de voir que par exemple le rôle d'Orange dans l'accompagnement des labs sur des différents territoires avait un effet en retour sur l'organisation, sur la façon dont Orange pense aussi ses actions, et notamment sortir de l'effet silo classique et pour avoir une transversalité notamment entre les différentes fonctions de l'entreprise et finalement une réflexion sur comment finalement les actions en termes de responsabilité sociale et sur les territoires pouvaient questionner les modes d'organisation interne de l'entreprise. Voilà très très rapidement brosser la synthèse de cet atelier. Merci beaucoup Nicolas Aubuin. Bon. Super. Prochain rapporteur Albert Meige. S'il te plaît, sur l'atelier 2 et sur l'atelier 6, tu as à peu près 4 minutes. Bon, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. C'est parti dans pas mal de directions complémentaires et à la fois différentes. Je ne suis pas très très doué en improvisation, donc je vais essayer que ce soit quand même relativement compréhensible. Bon, déjà, un message ultra important qu'on a entendu plusieurs fois, tout le monde l'a dit, il y a une accélération sans précédent. Accélération de la vitesse à laquelle les nouvelles connaissances sont générées, accélération des cycles d'innovation, etc. Chez Airbus, on nous a dit il y a quelques années, il fallait 10 ans pour développer un avion. Aujourd'hui, c'est plutôt 7 ans. Et c'est des messages qu'on a entendus systématiquement. La personne d'EDF nous a dit la même chose, Dassault Systèmes également.
Donc accélération sans précédent. Et ça, c'est des choses qu'on entend chez tous les grands groupes. Total, 7 ans pour développer une molécule il y a quelques années, maintenant c'est 5 ans, etc. Ça crée des tensions sans précédent entre le marketing notamment et puis la R&D, mais pas que. Le deuxième atelier était plus particulièrement sur les outils du numérique, et ça a été le deuxième thème, ça a été la transition numérique. Atelier 6. Atelier 6, voilà, c'est ça. Je mélange un petit peu les deux. Changement de concurrence, il faut savoir s'adapter. Airbus, son concurrent historique était Boeing. Maintenant, il y a d'autres acteurs qui viennent plutôt du numérique, ou en tout cas avec des méthodes du numérique. Il nous a parlé notamment de SpaceX, donc les gens qui proposent de mettre en orbite des satellites. La personne de chez Airbus nous a raconté l'anecdote qu'il y a quelques années, les gens de SpaceX étaient venus toquer à leur porte et on leur a dit quoi, vous voulez mettre en orbite des satellites 30% moins cher que nous, ce que nous on fait, et puis on a mis 50 ans à optimiser tout ça. Et maintenant la moralité, c'est qu'il y a des petites boîtes qui vont très très vite et qui sont capables de le faire. Donc il y a ces deux points, cette accélération sans précédent, puis ces nouveaux acteurs qui introduisent des nouvelles méthodes, les méthodes agiles notamment, auxquelles les acteurs historiques n'ont pas l'habitude. Et les grandes organisations traditionnelles mettent en place des outils, et les labs, l'open innovation, et on pourrait croire que c'est des choses dont on entend parler sans arrêt, que ça pourrait être un phénomène de mode, mais en fait, il semblerait quand même que ce soit bel et bien la réponse darwinienne à un changement d'environnement extrêmement rapide et extrêmement violent. Et ce que cherchent les grands groupes, c'est à gagner en agilité et notamment en tirant le meilleur parti de l'extérieur. Alors l'extérieur, justement, c'est les partenariats académiques et tout un tas d'autres trucs. Le focus du second atelier était notamment sur les relations start-up grands groupes. Donc, on a beaucoup parlé de l'importance des startups comme source de renouvellement de l'innovation et en particulier de l'innovation de rupture, pour être capable de choper la vague d'après. Alors, quand on décide de travailler avec les startups, il y a un certain nombre de challenges. Le premier challenge, mais il semblerait que ça, ce soit... le challenge a été relevé, on va dire, c'est l'identification. Il y a sans doute quelques centaines de milliers de startups en vie au niveau mondial. Donc, comment est-ce qu'on fait pour trouver la perle rare? Donc, il y a les fonds d'investissement corporate ou partenariat avec des fonds de capital risque qui permettent d'identifier les startups, partenariat avec les incubateurs, etc. Encore une petite minute? C'est bon, j'arrive à la fin. Super. Merci. Le deuxième challenge, et la question a été soulevée par la SAI et il y a eu pas mal de débats autour de... on a réussi à relever le premier challenge, on a trouvé la perle rare ou les perles rares. Maintenant, on a la start-up avec laquelle on souhaite bosser. Quand on est un grand groupe, comment on fait pour bosser avec elle sans la tuer? Et sans la tuer de manière volontaire, mais en général, c'est souvent de manière involontaire, parce que la relation avec le grand groupe, est une source de défocalisation pour la start-up si la stratégie entre le grand groupe et la start-up ne sont pas alignées. Donc attention. Enfin, dernier point, et je conclurai là-dessus, ça a été, est-ce que les labs peuvent être Donc ces labs qui, au final, sont constitués d'équipes multidisciplinaires, souvent organisées en mode projet, commando, pour aller très vite, etc. Donc, en essayant d'avoir un peu les réflexes et l'agilité d'une start-up dans un grand groupe, est-ce que ces labs peuvent être un vecteur de transformation du reste de l'organisation, un vecteur de changement de culture? Il semblerait que la réponse soit oui. Les personnes qui étaient ici présentes semblent dire que les labs sont aussi un moyen de transformer la culture. On a des gens de chez SEB, je ne sais pas s'ils en ont parlé dans le cadre de leur atelier, je n'y ai pas assisté, mais je sais que c'est déjà des choses dont ils sont déjà très fiers. Voilà, et dernier challenge, mais c'est simplement le dernier atelier auquel j'ai assisté et que je n'ai pas animé. Ne nous dis pas le numéro. Non, mais c'est sur ces notions de veille et d'intelligence qui me sont particulièrement chères, mais je laisserai mes collègues autour de moi d'en parler. Ok, merci beaucoup. Parce que c'est aussi le titre du bouquin qu'on a sorti il y a 6 mois. Merci beaucoup, Albert.
Super. David, peux-tu s'il te plaît? Nicolas, à bientôt. Thanks to come. David, peux-tu s'il te plaît nous donner un feedback de l'atelier numéro 3? Alors l'atelier numéro 3, en fait, c'était consacré à l'analyse des outils et des méthodes de conception et d'idéation dans les différents labs d'innovation. En particulier, dans cet atelier, on a eu la chance d'écouter 2 témoignages. Un témoignage de Dominique Claus pour la SNCF, un témoignage de François L'Enfant pour GE, General Electric, même si en réalité François L'Enfant travaille pour GE Healthcare, il a apporté un témoignage qui était plus large et qui correspondait à l'ensemble de GE. On a eu aussi la chance dans cet atelier d'entendre un retour d'expérience transverse de Gilles Garel, qui est professeur au CNAM, et qui nous a apporté quelques éléments transverses. En gros, si vous voulez, ce qui ressort de cet atelier, on peut le résumer en quelques points assez rapides. Le premier point, c'est que les grandes entreprises aujourd'hui vont se tourner vers ce genre de lab et ce genre d'activité pour manager de l'innovation de rupture parce qu'elles ne savent plus le faire en interne. Et donc, à la fois pour la SNCF et pour General Electric, on a ici vraiment un focus qui est sur certains types d'innovation et pas sur d'autres. Le deuxième point qui est extrêmement intéressant, c'est que globalement, toutes ces entreprises ont été gérées dans une philosophie générale, dans un mode de travail général qui est lié aux ingénieurs. Et globalement, ils sont donc totalement imprégnés du management de la technologie. Et donc en réalité, la mise en place de l'activité autour des labs, c'est clairement la volonté de rompre avec le management de la technologie pour aller dans du management de l'innovation. Et ça introduit un certain nombre de nouvelles pratiques, de nouvelles habitudes qui vont forcément, à un moment ou à un autre, amener à une perspective très précise d'infusion de cette philosophie ou de ce mode de pensée vers le reste de l'organisation. Donc ça sous-entend d'avoir des relais intermédiaires avec des spécialistes, avec des réseaux d'experts internes, avec des managers qui vont avoir la possibilité ensuite de rebondir vers le reste de l'organisation et de repasser d'un projet à l'autre pour finalement diffuser cette nouvelle culture à tous les étages possibles et imaginables. Encore une trentaine de secondes. Ensuite, on a clairement un problème très spécifique qui est lié aux méthodes de création en fonction des usages. Et ici, on se retrouve avec des modes assez explicites, puisque la SNCF fait partie, on a évoqué ce genre de choses ce matin, à travers les démarches et les références à des gourous. Clairement, la SNCF se revendique dans la logique générale de la méthode CK qui a été avancée par l'école des mines et l'équipe d'Arma Actuel. On a aussi, à l'opposé, General Electric qui, même si aujourd'hui ils ont quand même une démarche un petit peu plus pragmatique en termes de méthode, reste quand même imprégné du design thinking. Et on arrive à la conclusion la plus importante. En fait, un des sujets majeurs de la discussion qu'on a eue ce matin, c'était pour mettre en évidence qu'il y avait quand même globalement autour des Open Labs 2 grosses activités, un centrage métier et un centrage méthode. Et on était dans une démarche où au fil des années, il y avait une vraie séparation entre les animateurs de ces activités, entre ceux qui étaient centrés sur le métier et ceux qui étaient centrés sur les méthodes. Il fallait combiner les deux pour être capable d'avoir tout dans les équipes. Mais aujourd'hui, on est en train de dépasser cette dichotomie et d'avoir besoin que chacun d'entre eux apprenne suffisamment de l'autre pour être capable de travailler de façon autonome. Et c'est là qu'on arrive à la conclusion intéressante, puisque les 2 intervenants, enfin les 3 avec Gilles Garel, ont fait clairement la référence à ceux qui animent et ceux qui travaillent dans ces équipes comme des boundary spanners, c'est-à-dire en fait des individus qui sont là pour faire sauter la frontière des uns et des autres. On est capable, quand on est dans le métier, d'acquérir suffisamment des méthodes pour être capable de travailler soi-même ensuite sur les méthodes. On est capable, quand on est dans les méthodes, de connaître suffisamment du métier pour s'en emparer et avoir de la créativité soi-même. Et au final, la création se fait ensemble, tous ensemble, sur à la fois des méthodes et du métier pour être capable d'avancer et de mettre clairement en évidence des aspects d'innovation. Génial. Merci beaucoup, David. Valérie, le feedback, s'il te plaît, sur l'atelier 4. Il faut appuyer. Oui, si tu préfères faire 4. Je préfère 4, puis voilà, 2 minutes. L'atelier 4, qui était finalement un atelier sur les profils et les compétences des individus dans les Open Labs et qui a permis en fait de partir de 3 témoignages clés et très différents au sein du LCL, au sein d'Orange et au sein de la Poste. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Moi, je retiendrai 2 idées clés, 2 idées fortes. La première, c'est qu'on cherche moins des compétences techniques dans les labs que des comportements. Des comportements qui sont liés à l'ouverture, qui sont liés à l'empathie, qui sont liés à des gens qui acceptent de décaler les points de vue, de créer des divergences ou de provoquer des divergences.
On s'est posé la question si finalement c'était des profils atypiques ou pas, ou est-ce qu'on essayait plutôt de faire révéler ça auprès de tous les individus qui devaient participer et intégrer cette dynamique, y compris d'avoir une approche plus intra-entrepreneuriale. Mais peut-être un peu les deux, c'est-à-dire l'Open Lab est là un peu pour véhiculer ces nouveaux comportements, amener les gens vers ce nouveau type de profil, ou prendre en compte ces nouveaux types de profils. Et puis en même temps, c'était accepter des profils vraiment atypiques qui étaient faits pour ces dimensions-là. Et ça nous amenait finalement aussi à mettre un peu en perspective, me semble-t-il, que derrière ces profils, c'était des gens souvent qui aient des types de compétences ou de comportements qui étaient peu valorisés dans l'entreprise, dans les modèles traditionnels, et donc qui méritaient d'être plus pris en compte. Deuxième point important, c'est qu'au-delà de prendre en compte ces profils, au lieu de compétences métiers en tant que telles, c'était aussi d'identifier des profils clés à un moment donné dans l'organisation. On a parlé de sponsors qui devaient soutenir un peu l'activité, ou d'ambassadeurs et de traducteurs qui n'étaient pas toujours dans l'Open Lab, mais qui parfois étaient dans la cathédrale. Et donc ça nous a amené à dire finalement, le lien entre le bazar et la cathédrale, c'est pas de savoir si c'est dedans ou dehors, mais c'est cette fluidité entre des individus qui sont capables de faire à un moment donné le lien, la passerelle et la complémentarité entre les deux. Joli, joli. Super, je me rends compte que tu es aussi la suivante. Donc, atelier 8 pour 2 minutes, s'il te plaît. Oui, alors l'atelier suivant était donc sur l'atelier 8, c'était plutôt sur les méthodes et les outils. Avec, cette fois, on avait trois témoignages, l'un de Seb, un deuxième de quelqu'un de la Cité du Design, un designer, et puis enfin un expert de chez Altran. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que finalement, les méthodes étaient essentielles dans les Open Labs et qu'il y avait une grande diversité, très très grande, mais qu'au-delà de ces diversités, il y avait quelques points communs qui étaient clés. La première, c'était l'idée d'être très concentré, d'aller vite, beaucoup plus vite que dans les autres méthodes, et concentré parce que tout le monde était présent en même temps pour raisonner sur une variété de dimensions et sur un temps très court. On n'était pas dispersé sur plein de problèmes différents, mais au contraire, on était resté concentré sur le même objet. Le deuxième point très important, c'est de raisonner sur l'usage et sur différentes méthodes qui cherchent à capter les usages. Et quand on parle de capter les usages, c'est pas que de la co-création, c'est d'autres méthodes d'observation. Par exemple, c'est pas simplement que de faire un interview auprès de clients, mais aussi de comprendre les usages non dits, sous-jacents, et de savoir les observer. Donc intégrer cette observation devient clé, c'est pas simplement du marketing avec des chiffres statistiques de comportement type. Et puis dernier point, c'est la matérialisation qui est extrêmement importante et qui est présente à tous les niveaux et qui fait la différence avec d'autres méthodes. Et finalement, au-delà de cette diversité, donc ces points communs, en revanche, un point clé, c'est que finalement, l'enjeu, c'est pas d'utiliser une méthode par rapport à une autre ou d'avoir une méthode figée, mais c'est plutôt l'Open Lab, il est tout le temps là dans une dynamique, qu'il prenne une méthode ou qu'il la fasse lui-même, il est toujours dans la logique d'adaptation, d'amélioration, d'adaptation à un contexte et à un problème. C'est cette dynamique toujours très flexible qui est finalement assez importante. Et puis, dernier point, au-delà de ça, les outils, on en parle tout le temps, l'imprimante 3D, etc. C'est important, mais l'outil est sous-jacent à une méthode, à un état d'esprit. Justement, puisque tu as la parole, une des questions dans la salle, management de l'innovation par les usages et non par la techno, c'est vraiment ça pour toi de ce qu'on a vu pour la partie méthode, on est bien là-dedans. C'est que la technologie est une partie prenante, mais c'est une partie prenante par rapport à une dynamique qui est collective et où l'objectif, c'est un projet de conception qui part de l'usage. Et c'est comment on capte un usage. Merci infiniment, Valérie. Je vous propose de prendre dans votre papier l'atelier 9 et d'écouter le feedback de Nadège. Donc l'atelier 9 s'est intéressé à la création de valeur dans les labs. Il a bénéficié des interventions de Michel Ida de l'IDES Lab à Grenoble, de Helen Lawrence qui était là ce matin du Big Innovation Center à Londres et de Vincent Marais de Bouygues, du s'occupe d'Open Innovation au sein du e-Lab de Bouygues. Donc on est parti de questions sur la valeur dont on parle, quelle est cette valeur, comment la produit-on, comment la mesure-t-on, et puis un constat de départ était que les entreprises et les organisations en général sont tous aujourd'hui sous la pression de demandes de résultats à court terme, voire de résultats financiers à très court terme, y compris la R&D, on en a parlé, Albert, Valérie en ont parlé, je ne m'étends pas. Et donc finalement les labs apparaissent comme une solution que l'on se donne, que les organisations se donnent, pour réouvrir plus largement le spectre des valeurs produites ou des valeurs attendues.
Et donc il y a eu une exclamation d'un des intervenants d'ailleurs dans le fil d'un feu des échanges qui disait mais il faut revenir aux valeurs. Donc on avait là finalement entre le titre création de valeur et puis revenir aux valeurs, deux sens du mot valeur assez explicites quant à de quoi parle-t-on. Alors une conclusion et que je vais décliner sur plusieurs plans est qu'on a pu montrer que la valeur telle qu'elle émerge dans les labs se situe toujours à des points de croisement. Et donc j'en citerai 3 peut-être qui ont émergé au cours des discussions. Des points de croisement dans le temps puisque entre long terme et court terme ou entre court terme et long terme, souvent les labs sont perçus comme des accélérateurs. On attend d'eux qu'ils accélèrent l'innovation. Et puis finalement ce sont aussi des portes ouvertes vers une possibilité de temps plus long. Parce que dans les expériences qu'on cite, on voit très bien qu'on part d'initiatives qui sont concrètes, immédiates. On met tout le monde autour de la table, on veut avancer vite. Et puis finalement ça ouvre vers une autre chose, puis une autre, et ça déploie un spectre de possibilités qui va être la source de valeurs diverses, nombreuses, et qui se déploient dans le temps véritablement. Donc c'est un premier point. Donc il y a un besoin là derrière. La valeur vient aussi de cette évolutivité, de cette plasticité, nous a-t-on dit, de ces dispositifs qui doit rester aussi réel dans la suite du développement de ces labs. Deuxième point de rencontre, de croisement, entre un ailleurs lointain et un ici sur le terrain, en quelque sorte. À entendre à la fois dans un sens géographique, peut-être, parfois il faut aller voir ce qui se passe dans d'autres pays, une sorte de veille, de benchmark. Bon. Et puis, sur un plan plus conceptuel aussi, un ailleurs lointain, ça peut être, Cola, la route solaire, d'où ça vient, le solaire pour la route et pour un équipementier de route. Ça peut être aussi dans des expériences qui rapprochent l'art et la science. On va chercher dans des pratiques artistiques de quoi nourrir cet ailleurs. Enfin, c'est ça qui devient l'ailleurs lointain dont je parle. Et ça se matérialise parfois de façon très concrète dans le business model en quelque sorte d'un lab. Vincent Marais expliquait que les ressources, c'est 50% apporté par Martin Bouygues avec un usage, donc c'est corporate, et puis 50%, donc ça c'est l'ailleurs lointain, on peut faire ce qu'on veut avec pour explorer de la part de l'entreprise. Et puis 50%, ce sont des ressources qui doivent être générées par les métiers parce que le lab va vendre son expertise, ses prestations au métier, voire à l'extérieur, mais en tout cas ce sont ses ressources propres qu'il doit trouver ici et maintenant. Donc là aussi, c'est ce croisement entre les deux qui est source de valeur. Et puis entre personnes également, et Hélène Lawrence a beaucoup insisté sur cette dimension du croisement entre personnes, entre des lieux, entre des structures, et donc de la notion de partage et de mise en commun des données, des informations, des bonnes pratiques. Et c'est la base de ce qu'elle a introduit ce matin, l'initiative Lab of Labs. On trouve beaucoup de choses sur leur site web, nous a-t-elle expliqué. Initiative qui a exploré d'abord 600 labs dans le monde et puis 70 de façon plus approfondie et qui travaille aujourd'hui pour 3 ans à mettre en relation tout ça. L'idée étant que la valeur est vraiment attendue là, simplement dans le fait d'avoir cette intelligence collective et aussi cette vision et ces données collectives qu'on va pouvoir aussi exploiter ensemble, pas seulement partager pour les mettre dans le pool de données, mais pour les exploiter ensemble. Voilà, et pour conclure, donc sur la notion de mesure, doit-on se doter de métriques, où en est-on, comment va-t-on avancer dans les métriques d'appréciation de cette valeur nouvelle créée. On a eu là aussi convergence pour se dire non, c'est pas le propos en fait. Michel Lida nous a dit, mais finalement, après de longues années de réflexion et d'avoir réfléchi évidemment sur ce thème, c'est le lab lui-même qui est le système d'évaluation, parce qu'on est dans une forme de discernement supérieur quand on est à tous ces points de croisement. Finalement, ça donne évidemment des perspectives qui sont une garantie de qualité, d'avoir, disons, balayé un petit peu l'environnement de façon large, et ce qui a été confirmé par Hélène Lawrence également en disant que ce partage, c'était en effet la valeur en soi. Voilà. Nadège, j'ai envie de te poser l'une des questions du public. Il s'avère que les retours d'expérience que l'on a partagés toute cette journée proviennent des grandes entreprises, mais nous savons aussi que les startups innovent. Qu'est-ce que, de ton point de vue, et après l'ensemble de ces débats, tu penses qui est applicable, utilisable, valorisable chez les PME, start-up, PME, ETI? Quelle est
ta perspective. Je crois que le point de vue n'est en rien différent. Peut-être que ça sera... Alors évidemment, la vie et l'environnement n'est pas le même selon qu'on est une start-up ou un grand groupe. Mais finalement, là, ce dont on parle, ce point de croisement, évidemment, les start-up, les PME, les ETI y ont toute leur place. Ils sont en perspective aussi, apportent, exploitent. Et il y a eu d'ailleurs un atelier, je crois, c'était Albert qui en a parlé sur ce thème, qui a été très riche et c'est vrai qu'il était en résonance avec ce terme de la création de valeur, puisque on a bien entendu que les démarches aujourd'hui s'ouvrent et se développent vraiment ensemble. On sent ce besoin de la part des grandes entreprises et les start-up sont absolument dans un univers qui probablement, là aussi, s'est réouvert pour elles, certainement. Un écosystème qui redevient possible pour innover et créer de la valeur. Open Innovation 2.0. Je vous propose d'avoir une petite récréation avant les 2 derniers feedbacks par notre artiste de la journée, Philippe, qui a pour l'instant fait un travail de dessin, de commentaires, etc. Et je lui ai demandé de nous dire quelques mots, parce qu'il sait parler. Merci. Là, je suis aujourd'hui présent parmi vous pour vous présenter la facilitation graphique. Et est-ce que vous connaissez, vous avez entendu parler de ça? D'accord. Pour ceux qui ne connaissent pas, ceux qui connaissent très bien. Ceux qui ne connaissent pas, c'est l'occasion de s'y mettre. On est là comme un outil un peu différent, une lumière différente sur les discours, sur les réunions, sur ce qui sort d'une réunion. Et un facilitateur est là pour capter tout ça et le remettre en dessin, comme j'ai fait tout à l'heure. Donc, pas besoin de vous l'expliquer, vous l'avez vu, pour aider pour éventuellement une nouvelle réunion, repartir à partir des dessins pour pouvoir continuer. Vous trouvez de nouvelles solutions, les gens qui vont regarder, vont dire tiens, peut-être qu'on pourrait mettre cette idée-là avec l'autre. On est, je pense, que dans le même thème que Design Thinking, on est un outil de ce genre de travail. Donc utilisez-le. Est-ce que tu vas prendre une photo de chacun? Tout le monde peut prendre des photos, je peux prendre des photos. Vous pouvez le partager. S'il y a des choses qui vous intéressent, vous le partagez avec vos amis. Ouais. C'est un outil qui est très utile et qui peut vous aider dans votre démarche de Fab Lab. Ouais. Utilisez-le. Il y a des praticiens qui sont là pour ça, et comme moi, par exemple, mais il y en a d'autres aussi si je ne suis pas disponible. Mais tu es le meilleur, Philippe, en tout cas d'entre nous. Oh, merci. On peut citer son nom complet, Philippe Elie Kassabi. Philippe Elie Kassabi, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn. On va utiliser les réseaux, si vous avez besoin de moi, vous m'appelez. Ouais, voilà, top. Merci. Top. Merci beaucoup, Philippe. Eric, je te fais une requête, hein, ça me paraît essentiel qu'on ait l'ensemble de ces dessins sur le site. Juste avant les 2 derniers feedbacks, Albert, je voudrais te poser une question qui a été posée ici dans ton chapitre 5 sur l'innovation intelligence. Hein. Tu évoques potentiellement la fin de l'expertise. C'est quoi pour toi? Moi, j'ai pas évoqué la fin de l'expertise. Il y a une question qui a été posée, qui était... Est-ce la fin de l'expertise? Alors, je ne sais pas qui a posé la question. C'est quelqu'un dans la salle. Oui, d'accord, mais il serait bien de l'expliciter un tout petit peu plus, et je pourrais peut-être la commenter. C'est elle. Tiens. Une question d'experte. Je laisserai la parole après, mais on s'est intéressé, nous, à la figure de l'expert. C'est un petit peu notre métier chez Présence. C'est le chapitre 5 dans le bouquin qu'on a sorti il y a 6 mois, et justement sur la figure de l'expert, et surtout sur l'évolution du rôle de l'expert. L'expert critique il y a 50 ans, c'est pas le même que ce qui serait aujourd'hui un expert stratégique. D'ailleurs, le terme expert est sans doute très mal adapté pour ces nouveaux profils. Ce sont plutôt des gens qui sont multi-expertises, qui sont capables de faire des ponts entre des domaines de connaissances qui peuvent être très éloignés. Mais c'est... voilà. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Juste ajouter par rapport à ce qui a été dit dans l'atelier, en fait, où c'est pas la remise en cause de l'expertise. C'est simplement ce que l'on cherche, c'est plutôt des types de comportements. On ne remet pas en cause le fait que des expertises sont très importantes dans le processus d'innovation, de développement d'activité. Mais en revanche, ce qui est recherché, c'est la nature des comportements des individus, qu'ils soient experts ou pas. On peut être un expert et pas vouloir collaborer. On peut être un expert et vouloir rester dans son domaine et au contraire pas vouloir franchir certaines limites. Donc c'est plutôt sous l'angle comportement de l'individu que compétence en fait. Mais ça n'empêche pas que je te propose d'intervenir pendant le cocktail.
Cocktail networking. Good. Je voudrais maintenant les deux derniers ateliers, le 12 et le 13. Le 12, Bernard David, s'il te plaît. À peu près 2 minutes, 2 minutes et demie. Donc cet atelier portait sur la fonction veille et prospective et le titre disait « La fonction veille et prospective, une nécessité pour les labos d'innovation ». Donc on s'est un peu interrogé, pas sur la nécessité de la veille et la prospective en tant que telle, mais sur les spécificités de la veille et la prospective dans les labos d'innovation. Avec je dirais d'entrée une tension entre le fait que bien évidemment la dynamique du changement c'est dans les gènes des innovateurs et donc bien évidemment on n'a pas besoin de demander à des innovateurs de faire de la veille, ils sont perméables à tout ce qui les environne. Un innovateur c'est souvent une éponge. Mais en même temps, le titre de l'atelier parlait de la fonction veille et du labo. Et donc une première distinction est à faire entre la veille qui est quelque chose de naturel chez les personnes qui sont dans un labo d'innovation et la veille qui serait une fonction mise en place en tant que telle dans un labo d'innovation. Ce qui n'est pas forcément évident. Alors un autre point qui a été abordé, c'est de savoir sur quoi un labo d'innovation devait faire de la veille. Bon, la veille sur les contenus sur lesquels travaillent les experts eux-mêmes, elle est faite par les experts. Après savoir le labo, en tant que labo, ce qu'il doit faire comme veille, on n'a pas totalement répondu à cette question. Le seul témoignage qu'on a eu d'un labo d'innovation, c'était de dire ça fait 10 ans qu'on se demande si on doit faire de la veille, sur quoi on doit la faire et pourquoi. Bon, ce qui est un petit peu caricatural la manière de dire, mais c'est tout ça pour dire que la veille est tellement naturelle dans la dynamique d'innovation que on peut se poser la question si elle doit être organisée, structurée, etc. Donc on peut en fait se dire il y a trois niveaux. En fait, j'en rajoute un troisième qui est le niveau des individus eux-mêmes, qui bien sûr naturellement font leur veille parce que c'est des innovateurs, parce qu'ils bougent. Le labo d'innovation sur lequel on s'est interrogé sur cette fonction de veille qui, dans certains labos d'innovation, peut être mise en place, dans d'autres n'apparaît pas forcément nécessaire en tant que fonction structurée. Et puis on peut s'intéresser aussi à la fonction de veille et d'innovation de l'écosystème qui a produit ce labo d'innovation. Et en particulier, si ce labo d'innovation est à l'intérieur d'une grande structure, cette grande structure a certainement une envie de pérennité de ce labo d'innovation. Il a envie que ce labo, dans la durée, produise les résultats attendus. Donc certainement qu'il y a aussi une réflexion prospective, une veille et une réflexion prospective à avoir au niveau de ce qu'on pourrait appeler les parrains de ce labo. Donc vous voyez la question de veille et prospective qui semblait une évidence finalement n'est pas si simple à penser que ça pour le labo d'innovation, c'est-à-dire que entre Monsieur Jourdain qui en fait sans le savoir ou sans se forcer, et puis j'allais dire la nécessité peut-être d'afficher le fait qu'on reste dans la course et puis
de rester quand même dans la course d'un certain nombre de choses qui peuvent sortir du domaine du labo, il y a un certain nombre de tensions. Alors un autre point a été souligné aussi. Dernier point. Oui, et ce sera le dernier, c'est que quand on parle de veille, on pense de mise en place de processus de dispositifs de veille, on pense beaucoup à la veille, j'allais dire sur des écrits, la veille par Internet, par mots-clés, des moteurs de recherche, etc. Et il nous a été rappelé qu'il ne faut pas oublier l'autre aspect de la veille liée à ce terme qui a été évoqué ce matin de sérendipité, la veille qui ne peut être faite que par des individus qui font des connexions improbables entre des choses qu'ils voient et des connexions tellement improbables que justement elles ne peuvent pas être automatisées par les systèmes. Donc la veille et prospective, c'est tout cet ensemble dont on peut s'interroger sur le niveau de structuration, de déstructuration qu'il a ou qu'il doit avoir dans ce qui est quand même un système toujours en transformation, en déséquilibre, qu'est un labo d'innovation. Merci infiniment Bernard. Dernier feedback d'un atelier et David, puisque tu travailles dans le monde académique aussi, j'aimerais bien que tu fasses le pont avec les jeunes diplômés qui sont dans la salle ou que l'on connaît tous comme mes enfants par exemple. Bien volontiers André. En pratique, ça fait directement le lien avec la question qui a eu lieu tout à l'heure autour des startups, autour de la place de ce genre de dispositif pour les PME, pour les ETI. Techniquement, on est quand même dans une situation où la question cruciale de renouveler les approches de l'innovation se proche beaucoup plus pour les grands groupes que pour les petites PME ou pour les startups. Les startups, par nature, en fait, sont associées à un nouveau projet et souvent à l'idée d'apporter de nouvelles choses sur les marchés. En pratique, quelle est la place des jeunes diplômés là-dedans? Techniquement, on voit apparaître deux dimensions extrêmement fortes. La première, c'est qu'il y a besoin de renouveler la façon de penser, et forcément les jeunes diplômés ici, en particulier la génération de ceux qui sont ou bien la génération Y ou bien la génération Z, ont quand même des choses un petit peu nouvelles à apporter, bien évidemment, et ça pique beaucoup dans les grandes entreprises. Et aussi, on a un deuxième point extrêmement important, c'est qu'on a besoin de renouveler les approches méthodologiques. Et là, bien évidemment, les grands anciens qui sont pétris de management de la technologie ne sont pas du tout à l'aise avec ce genre de choses. Donc effectivement, oui, il y a de la place pour les jeunes diplômés et il y a du recrutement de jeunes diplômés dans ce genre de structure. J'en arrive à l'atelier. En pratique, je parlais à la place d'Ignacy Capdevila qui facilitait l'atelier, mais qui n'a pas pu rester avec nous ce soir. Dans cet atelier, en réalité, on a commencé par avoir la chance d'écouter un témoignage de Hank Thune, qui était par vidéo et qui nous a rappelé un certain nombre de fondamentaux sur la gestion des espaces. Et puis ensuite, on est rentré dans un débat assez vif, assez animé, avec beaucoup d'interactions avec la salle, entre Carlos Lima, qui est enseignant-chercheur ici dans le pôle Léonard de Vinci, et Thierry Coste, qui a fait part de toute son expérience à travers Steelcase. En pratique, on peut clairement résumer le problème autour de l'ambivalence entre la cathédrale et le bazar dont on a déjà un petit peu parlé aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, le lieu qui est lié à un open space, forcément, c'est un lieu qui est fait pour être le bazar et pour gérer une dynamique de bazar à côté de la cathédrale. Donc forcément, cela implique un certain nombre de choses. Et en particulier, cela nous a permis de revenir sur tous les fondamentaux de l'Open Innovation pour mettre en évidence en particulier qu'il y avait ici tous les degrés d'ouverture et d'acceptation de nouvelles personnes dans cette dynamique qui devaient être pris en compte. En particulier, ça nous a amené à la fin de la séance à revenir aussi sur les points explicites qui sont liés à la gestion de la confidentialité dans l'Open Innovation. Je ne reviens pas là-dessus, ce n'était pas l'aspect le plus fondamental de nos échanges. En revanche, clairement, il y avait ici 2 ou 3 points qui étaient impératifs à associer à l'analyse du lieu. Le premier, c'est que la mission qui est dévolue à l'open space dicte un petit peu la configuration, l'aménagement de l'espace. Et bien évidemment, s'il y a besoin de travailler beaucoup sur des aspects liés aux usages, comme Valérie en a parlé il y a quelques instants, forcément, cela n'amène pas du tout à avoir des installations qui amènent à faire du prototypage avec des éléments lourds ou des machineries complexes. En revanche, clairement ici, on a besoin en permanence, et ça c'est un des points fondamentaux dans nos conclusions de cet atelier, on a besoin de retrouver une forme de conciliation entre la philosophie générale de l'espace et la culture de l'organisation. Et forcément, ce type de lieu doit se trouver en décalage par rapport
au reste de l'organisation pour permettre de penser l'innovation, mais en même temps doit permettre de gérer un certain nombre de choses qui sont clairement associées à la préparation d'un certain nombre de projets. Il y a eu pas mal d'éléments qui étaient associés au fait que une grande partie de ces activités étaient gérées dans les lieux en mode projet. Donc cela amène à des contraintes de temps, des contraintes d'espace, des contraintes d'organisation qui préfigurent un certain nombre d'activités, de modes de travail. Le deuxième point, c'est un point fondamental qu'on a retrouvé en filigrane de la quasi-totalité des témoignages qu'on a gérés dans le groupe sur les Open Labs avec la NRT et la chaire NewPeak. En pratique, c'est un point qui nous amène à souligner qu'il y a un besoin de décentrement. Et là, je reprends volontairement le terme qui est cher à Michel Ida et que nous avons repris dans le livre blanc, même si ce n'est pas le terme qui a explicitement été utilisé dans le cadre de l'atelier. Dans le cadre de l'atelier, ce qui a été mis en évidence, c'est qu'il était indispensable de faire place nette par rapport aux pratiques et aux habitudes de comportement pour être capable d'amener quelque chose de nouveau et de rentrer dans le management de la dynamique d'innovation. On est exactement dans cette idée. Les lieux sont faits pour qu'on pense autrement, qu'on se comporte autrement, qu'on crée de nouvelles dynamiques entre les personnes et qu'on puisse amener à de nouvelles choses qui vont ensuite se traduire dans des produits, des biens, des services innovants qui vont arriver sur le marché. Donc si le décentrement ou si le nouveau comportement est indispensable, ça amène forcément à penser le lieu d'une façon adaptée. Merci. Merci David. Je vous propose à tout seigneur, tout honneur, c'est grâce à Éric Seuillet que nous sommes réunis aujourd'hui. Il a pensé cet événement, il a réalisé cet événement avec des gens d'immense valeur. Je te suis très reconnaissant d'avoir réuni des gens de telle qualité aujourd'hui, qui ont une qualité gigantesque, tous, le partage. Éric, c'est à toi de nous dire quelques mots. Voilà. Alors je surveille l'heure parce qu'on a juste 30 secondes. Voilà, juste pour dire que c'est un travail qui a été justement partagé et collectif. Hein. Vous avez ici le comité de pilotage de cet événement. Hein. On s'est réunis quand même, je ne sais pas, au moins 4-5 fois, ou peut-être même plus. Voilà, surtout chez Albert Meige. Voilà. Enfin, dans son... Merci Albert. C'était bon voilà. Ce que vous avez mangé chez lui? C'est pas mal. Ouais. Donc c'est un travail collectif. Donc merci à eux, merci à vous d'être venus. D'un point de vue très, très pratique, on aura des comptes rendus qui seront mis en ligne. On a une captation vidéo de l'événement. Il y a eu merci Yann. Des petites interviews, il y a eu un certain nombre de choses. Par la suite, je crois qu'on attend tous avec impatience les productions de la chaire NewPeak avec le fameux livre blanc là, qui devrait sortir au premier trimestre. Donc guettez ça parce que et je crois même qu'il y aura quelques événements autour de... Oui, voilà, on va faire la fête autour de ça. Voilà. Et puis, en même temps, on essaye de mettre en place donc, des prolongements sous forme de la plateforme dont je vous parlais tout à l'heure. On a peut-être aussi voilà, les ressources dont parlait tout à l'heure l'intervenant... voilà, dont j'ai oublié le nom. Notre ami Jean Romer. Jean Romer. Hélène Lawrence du Big Innovation Center nous a proposé aussi un certain nombre de ressources encore qui 8 mots être partagées, mis à disposition. Voilà, et le dernier mot, c'est rendez-vous en bas, Rubas. Merci à vous tous d'être restés jusqu'à ce soir. Merci beaucoup et on reviendra à ce que vous allez nous préparer.